Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je suis très heureux d'enfin vous retrouver sur ma chaîne YouTube, puisque ça fait un bail. Mais bref, là n'est pas le sujet. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau format, le Point Culture. Pour résumer, c'est un format plus court que les vidéos habituelles, mais on va apprendre plein de choses très intéressantes en peu de temps. Je vous avais proposé ce format sur mon Instagram, c'est donc une très bonne raison d'aller me suivre là-bas, vite, foncez, allez-y. Et vous avez été une grande majorité à me répondre que oui, vous le vouliez. Si vous voulez plus de détails sur ce format, allez voir les GTV que j'ai fait d'ailleurs sur Instagram, car nous allons directement embrayer avec le sujet du jour. Et je sens qu'il va vous plaire, puisque ce n'est ni plus ni moins que le plus grand mystère de l'aéronautique civile de tous les temps. Ah, je savais que ça allait vous plaire. Je parle évidemment du vol MH370. Je vous remets dans le contexte. Dans la nuit du 7 au 8 mars 2014, le Boeing 777 partant de Kuala Lumpur en Malaisie et à direction de Pékin en Chine part de l'aéroport malaisien. Une quarantaine de minutes après son décollage, alors qu'il vient de passer le point Igari, qu'il survole la mer de Chine et qu'il s'apprête à prendre contact avec les contrôleurs vietnamiens, il perd tout contact avec le sol. Les heures passent et à 7h30 de ce même jour, les autorités malaisiennes déclarent officiellement le vol MH370 disparu. Alors là, la question qui est sur toutes les lèvres est « mais où est passé cet avion ?» Des immenses fouilles vont être déployées en mer de Chine. Je vous rappelle que c'est là qu'on a eu le dernier signal de l'avion. Malheureusement, elles n'auront aucun succès. Pendant quelques jours, on n'a aucune information, mais elles vont très vite arriver. Deux informations capitales surtout. La première, elle vient des radars militaires dans la zone. Faut savoir que géopolitiquement et militairement parlant, la mer de Chine est une zone assez tendue. C'est donc pas étonnant de voir des bases militaires et des radars dans le coin. Bref, pour résumer, cet avion est parti de Kuala Lumpur et il est jusqu'à Pékin. Pour cette route, c'est simple, on trace tout droit au nord-est et c'est pas compliqué. Ce radar, il aurait vu l'avion dévier sa trajectoire, aller vers l'ouest, contourner les frontières des espaces aériens sans jamais la franchir, et partir ensuite vers le sud dans l'océan Indien. La deuxième information, elle vient des satellites Inmarsat, qui est une entreprise anglaise. Vous allez me dire, qu'est-ce que des radars anglais on va foutre là-dedans ? Pour faire simple, un avion c'est rempli de plein de boîtiers qui émettent des signaux en permanence. Lorsqu'on a perdu contact avec lui alors qu'il survolait la mer de Chine, c'est parce que ces boîtiers ont été désactivés, soit manuellement, soit à cause d'un problème technique. Mais le boîtier qui envoyait des signaux à ce satellite n'a pas été coupé. Et il a envoyé pendant 7 heures des petits signaux à ce satellite. On n'a aucune information sur sa vitesse, son altitude, sa position ni rien, mais on sait que pendant 7 heures, il a envoyé des petits signaux à ce satellite. Au début, on doute de la véracité de ces informations, donc on va continuer les fouilles en mer de Chine. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'on cherche au final ? Eh bien on cherche évidemment des débris, mais surtout des boîtes noires. Les boîtes noires, ce sont encore une fois des boîtiers qui sont dans des avions et qui enregistrent tout ce qui se passe dans l'appareil. Que ce soit la puissance des moteurs, la vitesse, l'attitude, etc. Mais aussi les conversations entre le pilote et le copilote, le personnel et tout. Ces boîtiers, justement, en cas de crash ou de problème technique, ça sert à savoir d'où vient le problème initial. Et ces boîtes noires, pendant un mois après un incident, elles émettent des petits pings. Alors non, Titouan, là, le ping, c'est pas celui que tu utilises comme excuse quand tu es nul à Fortnite, ce sont des signaux qui sont émis par les boîtes noires. Des signaux acoustiques qui peuvent être perçus avec du matériel haute technologie. Seulement, comme on ne trouve ni débris ni boîte noire en mer de Chine, on va commencer à prendre en compte ces informations. Et les autorités australiennes, chinoises et surtout malaisiennes vont établir une zone de recherche grâce aux données Inmarsat. Seulement, cette zone elle a un tout petit problème, c'est qu'elle est gigantesque. Très précisément, elle fait 120 000 km². Autant vous dire que c'est impossible de couvrir une telle zone. À titre de comparaison, c'est comme si vous cherchiez une pièce de monnaie dans le Stade de France. Donc évidemment, cette zone étant beaucoup trop grande, on va rien trouver. À ce moment-là, déjà, on part du principe que l'avion s'est sûrement crashé. Le truc, c'est que quand il y a des crashs aériens, dans les jours, voire même si on n'a vraiment pas de bol dans les semaines à venir, et on trouve toujours des débris et les boîtes noires. Là, au bout de plusieurs mois de recherche, on ne trouve rien. Et c'est surtout le fait qu'on trouve pas de débris qui est inquiétant. Du moins, jusqu'en 2015. À La Réunion, on trouve un flaperon sur une des plages de l'île. Un flaperon, c'est donc une petite partie de l'aile de l'avion. Comme La Réunion est une île française, ce flaperon va être pris en charge par la justice française et investigué. Et le résultat, c'est qu'apparemment, oui, il appartient bel et bien au vol MH370. Après celui-ci, d'autres seront trouvés sur les îles aux alentours, comme l'île Maurice, encore l'île de La Réunion, et aussi au large des côtes africaines. Les recherches vont d'ailleurs mettre en lumière un personnage assez étonnant, Blaine Gibson, mais je vais pas m'attarder sur lui, bien que le personnage soit très intéressant, on n'a pas le temps. Donc là, on vient de trouver des débris, et on sait définitivement que c'est mort pour les boîtes noires, puisque, comme je vous l'ai dit, elles n'émettent le signal que pendant un mois. À ce moment-là, on va donc envisager 3 pistes différentes. La première, et celle qui est privilégiée, c'est la piste terroriste. Seulement, ce qui est étonnant, c'est que si cet avion a été détourné par des terroristes, aucune revendication n'a été faite. La deuxième, c'est la piste du pilote. C'est déjà arrivé dans l'aviation que des pilotes se suicident aux commandes en emportant tous les passagers avec eux. Le problème du pilote, c'est que déjà son profil, Monsieur Ahmad Chan, ne colle pas vraiment avec un suicidaire. Et deuxièmement, s'il avait voulu se suicider,
Il aurait simplement pris les commandes et piqué en mer de Chine. Ils ne se seraient pas amusés à faire un détour par les frontières, tout en faisant attention, etc. Et la dernière, c'est la piste de l'incendie. On s'est rendu compte que dans la soute de l'avion, il y avait des batteries au lithium. Faut savoir que les batteries au lithium, s'il y a des contacts ou des chocs, peuvent exploser ou prendre feu à tout moment. C'est déjà arrivé dans l'histoire de l'aviation que effectivement les batteries au lithium percent la coque de l'avion, provoquant une dépressurisation ou éventuellement un incendie. Encore une fois, le problème, c'est que si ça avait eu lieu, l'avion n'aurait pas pu voler plus de 20 minutes. Or là, il a volé 7 heures. Donc cette piste est rapidement écartée. Des années plus tard, en 2018, un groupe français, Capsio, va proposer une dernière piste et qui est plutôt plausible. Le groupe Capsio, c'est un groupe d'ingénieurs en aéronautique qui se sont pris de passion pour l'affaire du vol MH370. Leur hypothèse, elle est simple. En se basant sur les données Inmarsat et aussi sur le trafic aérien, on peut en déduire une trajectoire logique. Pour eux, lorsque l'on détourne un avion, c'est pas pour aller se perdre au plein milieu de l'océan Indien. Ils ont donc proposé une approche plus humaine, en faisant tourner l'avion, en modifiant son altitude, etc. Parce que pour rappel, les données Inmarsat, ça avait établi une zone de recherche qui était plausible si les personnes aux commandes n'avaient ni touché à l'altitude, ni à la vitesse, ni à la direction. Ici, Capsio, ils ont modifié justement ces facteurs, et ils ont trouvé une trajectoire. Et cette trajectoire, elle mène tout droit à Christmas Island. Alors d'ailleurs, pourquoi Christmas Island? Leur hypothèse, c'est que l'avion a effectivement été détourné. Par qui, on ne sait pas. Or, si on veut faire un tel acte, le pays idéal pour ça, c'est un pays démocratique. Or, Christmas Island appartient à l'Australie, qui est le pays le plus démocratique de la région. Seulement, Capsio n'est pas allé plus loin dans sa recherche. Il se considère spécialiste en aéronautique, non pas en géopolitique. Capsio a proposé son hypothèse aux autorités malaisiennes, seulement elle a été refusée. Malgré le fait que toutes les personnes ayant assisté à cette présentation aient trouvé le travail d'une rigueur incroyable. Mais bref, aujourd'hui les deux pistes principales sont soit le détournement sans revendication, comme l'a dit Capsio ou dans un autre registre, soit une bavure militaire. Et bah oui, au début de la vidéo, je vous ai dit que la mer de Chine c'est un endroit extrêmement tendu géopolitiquement et militairement parlant. Qu'il ait été détourné ou non, l'avion aurait pu s'approcher trop près d'une base militaire ou d'un pays hostile et se faire abattre. Cette hypothèse est d'ailleurs appuyée par le grand silence de la Chine qui avait quand même 135 ressortissants sur les 239 passagers de l'avion. Aujourd'hui, le seul pays qui continue à enquêter sur la disparition de cet avion, c'est la France. Alors vous allez me dire, mais que fout la France dans cette affaire? Ça se passe à l'autre bout du monde. Eh bien oui, mais dans l'avion, il y avait une famille française, la famille Wattrelos, dont le seul survivant est le père, Guylain Wattrelos, qui attendait sa famille à l'aéroport de Pékin, sans jamais l'avoir arrivé. Ce que je vais vous dire ici, c'est pas du tout dans le texte et c'est vraiment purement personnel, mais je vous invite vraiment à aller voir des interviews de monsieur Guylain Wattrelos. Il est extrêmement intéressant et c'est très émouvant de voir ces interviews. C'est quelqu'un qui s'est battu énormément pour savoir qu'est-ce qui est arrivé à sa famille. J'ai vraiment adoré et ça m'a touché de voir les interviews qu'il y avait de lui. Il a d'ailleurs sorti un livre, il est passé sur beaucoup de chaînes télé, donc vraiment, allez-y. Et je vous invite aussi à vous renseigner tout court sur l'histoire de ce vol. Dans cette vidéo, je suis vraiment allé à l'essentiel. J'ai pas pu aborder toutes les pistes, toutes les petites magouilles entre guillemets qu'il y a autour de cette affaire, qui sont ultra intéressantes, mais là je vais vraiment décider d'aller au sujet principal, sans me perdre dans des théories, etc. Mais vraiment, je vais vous mettre plein de sources, plein d'articles, plein de reportages dans la description. Je vous invite vraiment à aller les voir, cette affaire, c'est quelque chose qui m'a passionné il y a quelques années et que j'avais vraiment envie de traiter sur la chaîne depuis longtemps. Et c'est juste une histoire incroyable, donc vraiment, allez vous documenter là-dessus, c'est passionnant. Sur ce premier point culture est terminé les amis. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des petites choses, j'espère que vous aurez passé un bon moment, surtout devant cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ce nouveau format vous plaît, j'ai bien conscience que c'est pas aussi complet et développé que la série Le Cas, que j'avais fait avec Swan et Neo et avec Dimi Dimitar. Mais pour moi c'est plus facile à produire, c'est plus rapide à écrire et à faire. Et je trouve que c'est quand même très intéressant tous ces sujets. On peut traiter plus de sujets qui sont tous très intéressants. Et évidemment, je continuerai à faire des vidéos plus développées. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit like et dites-le moi en commentaire. Si elle vous a pas plu, vous pouvez mettre un dislike, hein, comme vous voulez. Vous pouvez m'insulter de tous les noms si ça vous a pas plu, y a pas de souci. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Ciao.